C'est un rituel. Chaque automne, la saison de la chasse bat son plein. Les promeneurs du dimanche ne sont plus les seuls sur les sentiers, comme ici dans l'Oise, où ce groupe de chasseurs s'enfonce dans la forêt derrière les chiens. Ce matin, vous pouvez chasser faisans, pigeons, perdreaux, lapins si vous en voyez. Ce jour-là, ce sera perdrix rouge au barbecue. La France compte aujourd'hui plus d'1 million de pratiquants. Entre les accidents de chasse et les accusations de cruauté envers les animaux, les chasseurs n'ont pas bonne presse. Sur les réseaux sociaux, des militants anti-chasse à courre diffusent régulièrement des images de cerfs épuisés, traqués, jusque dans les centres-villes. Arrêtez de filmer! Non, j'arrête pas de filmer. C'est honteux ce qui se passe là. Face à cette bronca, les chasseurs organisent la résistance à coups de campagne de communication. De bien belles images pour reconquérir l'opinion. C'est si bon de partir n'importe où, bras dessus, bras dessous. Les chasseurs revendiquent un rôle de premier plan dans la régulation des populations en surnombre, la préservation de la biodiversité et la défense de la ruralité. Le mois dernier, dans toute la France, comme ici dans les Landes, les chasseurs ont manifesté leur ras-le-bol face aux critiques. Dans nos campagnes, le portable il passe plus, on n'a plus d'épicerie, on n'a plus de pharmacie, on est délaissés de partout. Hein, et en plus, maintenant, on veut nous enlever nos traditions. Alors, les chasseurs sont-ils, comme ils le prétendent, les meilleurs défenseurs des campagnes? Sont-ils les premiers écologistes de France? La nature peut-elle se passer des chasseurs? C'est une bonne question. 3 invités pour y répondre. Willy Schran, bonsoir. Vous êtes président de la Fédération nationale des chasseurs français. Vous avez fait paraître un ouvrage, Un chasseur en campagne aux éditions Gerfaut, il y a un peu plus d'1 an, préfacé par Éric Dupond-Moretti, qui n'était pas garde des Sceaux à l'époque. Selon vous, Willy Schran, sans chasseurs, on assisterait à un dérèglement irrémédiable des équilibres naturels. Retirer la chasse des territoires serait une hérésie écologique, car la nature ne peut plus tenir sans l'homme. À côté de vous, Sandrine Bélier, vous êtes directrice de l'association Humanité et Biodiversité. Vous avez coécrit avec Gilles Luneau La biodiversité, une chance, nous avons un plan B, c'est chez Actes Sud. Et vous considérez que les chasseurs contribuent largement à la destruction de la nature. S'ils défendaient réellement la biodiversité, ils ne se battraient pas pour pratiquer une chasse cruelle. J'imagine que vous faites allusion aux chasses traditionnelles qui causent des souffrances à l'animal. Et à côté de vous, Frédéric Danhé, bonsoir. Vous êtes journaliste scientifique, ingénieur écologue de formation. Votre dernier ouvrage, Rencontre avec des écolos remarquables, est paru chez Delachaux et Niestlé. Et selon vous, on ne peut pas faire sans les chasseurs. Les écosystèmes sont si déstructurés que ce serait pire sans eux. Pour autant, ajoutez-vous, il faudrait que la chasse soit plus raisonnable et que les chasseurs abandonnent certaines méthodes. On y revient et on y reviendra. Alors, on démarre avec le chiffre du jour, Vincent. Oui, 91 espèces sont chassables en France. La source de ce chiffre, c'est la Fédération nationale des chasseurs. Sandrine Bélier, comment on définit ces espèces? D'abord, qui définit les espèces chassables et comment, sur quels critères sont-elles définies? Là, on a une spécificité en France, concernant la politique de la chasse, c'est que d'une part, les gouvernements, puisque les arrêtés définissant les espèces chassables sont définis par arrêté ministériel, ne prennent pas en considération les études qui définissent les espèces vulnérables, comme elles sont définies au niveau européen, et ne tient pas en compte non plus, ne respecte pas la réglementation. Ça fait qu'on se retrouve dans des situations assez inédites, et aujourd'hui, 91 espèces chassables, c'est beaucoup, mais en réalité, le vrai problème, c'est par exemple pour les oiseaux, c'est les 20 espèces qui sont aujourd'hui classées vulnérables. Que ces espèces soient encore chassées en France, comme le courlis cendré, qui n'est plus chassé que en France, et que les chasseurs revendiquent. Et oui, parce qu'il y a eu plusieurs discussions, mais qu'on revendique de chasser ces espèces. C'est la tourterelle des bois, dont l'effectif a perdu près de 80% de ses effectifs. C'est chaque année, depuis 12 ans, les associations de protection de l'environnement qui attaquent les arrêtés ministériels prolongeant les dates de chasse à loi Cendré, et qui, chaque année, depuis 12 ans, ces arrêtés sont annulés. Le vrai souci, je le redis, c'est vraiment, et en tout cas, nous, notre attention, c'est pas tant toutes les espèces chassables, ce sont les espèces qui sont aujourd'hui menacées et considérées comme vulnérables sur le territoire européen. Willy Schran, le nombre d'espèces en France, effectivement, par rapport à d'autres pays européens,
européen est plus important, voire 2 fois plus important. Peut-être pas 2 fois plus important, mais plus important, effectivement. Plus important. Parce que je pense que la France regarde les choses d'une façon un petit peu différente. L'important, c'est de considérer est-ce que la chasse est oui ou non destructrice ou réductrice de biodiversité et d'espèces. En la matière, il y a un cadre européen qui nous permet effectivement d'évoluer. À partir du moment où, dans beaucoup de cas, si on prélève moins de 1% de la mortalité naturelle de l'espèce, pas de l'espèce, 1% de la mortalité naturelle de l'espèce, alors on peut pratiquer une chasse. Parce qu'on estime, et ce n'est pas moi qui l'écris, ils sont dans les textes européens, que cette pression de chasse est tellement infinitésimale qu'elle n'a aucun impact sur l'espèce. Donc voilà, aujourd'hui, ce qui peut nous opposer. Par contre, pour rejoindre ce que peut dire Sandrine Bélier sur ce sujet, il y a aujourd'hui des espèces qui sont fragilisées, même si la chasse n'est pas responsable. Et là, je crois qu'on est tous d'accord. C'est la destruction des biotopes de reproduction ou des zones d'hivernage ou d'alimentation. Tout ça, ou la quiétude simplement au moment de la reproduction. Il faut aujourd'hui qu'on arrive à trouver entre nous une solution intelligente qui pourrait être cette formule de gestion adaptative qui est utilisée sur le continent américain, qu'on n'a pas réussi à mettre en place pour l'instant en France et qui peut ouvrir des perspectives. Mais ça, il faut qu'on arrive effectivement à trouver la sagesse de se mettre autour de la table sur ce sujet, ce qui n'est pas le cas actuellement. Frédéric Denry. Oui, en effet, gestion adaptative, on en est loin, vu que tout le monde se tire dessus. La France est un pays manichéen, donc effectivement, officiellement, en tout cas, chasseurs et écolos ne sont pas d'accord, mais sur le terrain, c'est un peu autre chose. Gestion adaptative, concrètement, sur le terrain En fait, j'en sais rien. Alors moi, je sais. Gestion adaptative, c'est on fait un suivi des effectifs et de l'état de conservation d'une espèce. Et à partir de cet état de conservation, on en définit les prélèvements qui sont possibles sur cette espèce. Qui fait ces études? Ce sont des scientifiques, on s'appuie sur des scientifiques. Ce qui s'est passé, la difficulté et le problème qu'on a eu en France, c'est qu'on a demandé aux scientifiques à qui on demandait de se prononcer sur cet état de conservation, de d'abord démontrer que la chasse n'avait pas d'impact sur la conservation des espèces, plutôt que de s'appuyer sur le fait que les effectifs de ces espèces étaient menacés, et que, là on est d'accord, il n'y a pas que la pression de la chasse dans le domaine de la biodiversité. Mais dans un certain nombre de cas, la chasse est un élément additionnel qui vient menacer une espèce. Ça a été le cas du bruant ortolan, où on a constaté que les régions où on le chassait, les effectifs et les populations étaient divisés par 2 par rapport aux régions où on ne le chassait pas. Ça ne veut pas dire que si on arrête la chasse, il n'y aura plus de problème et la biodiversité sera sauvée. Ça veut dire que dans certaines situations, la chasse est un élément amplificateur, destructeur de la nature. Frédéric Denry, c'est ce qui s'est passé notamment dans les Pyrénées. Les chasseurs pyrénéens ont cessé de chasser le grand tétras. Alors ça, c'est un exemple de gestion adaptative. Oui, mais partout ailleurs, effectivement, les chasseurs chassent trop d'espèces, trop longtemps. Du coup, on se fâche avec les pays limitrophes sur les espèces qu'a citées Sandrine Bélier, des pays qui font des efforts comme les Pays-Bas ou la Belgique, qui chassent très peu d'espèces dites menacées. Chez nous, on continue à les chasser sous prétexte que ces espèces, ces oiseaux, empruntent les routes migratoires et passent au-dessus du territoire. Les chasseurs sont largement bénéficiaires en France de temps de chasse et de nombre d'espèces très supérieurs, 2 à 3 fois supérieurs. Vous disiez trop longtemps, pourquoi moi, il faut demander à Willy Schren. Et je ne sais pas pourquoi les chasseurs continuent à réclamer toujours plus de temps de chasse, toujours plus d'espèces. Dites-moi le jour où j'ai réclamé une augmentation de temps de chasse, j'aimerais bien le savoir. Pour loi Sandré. Alors, loi Sandré, si c'est un très bon exemple, aujourd'hui, c'est une espèce qui provoque beaucoup de problèmes par sa surpopulation. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres. Oui. Voilà, au niveau européen, on tue entre 400 000 et 600 000 oies de façon en destruction. La plupart du temps, elles sont gazées. On les attrape quand elles ne savent plus voler pendant 15 jours à 3 semaines. C'est pas en France, bien évidemment, c'est en Europe. Et on les gaze, ou on écrase les poussins dans les nids, ou on détruit les œufs. Enfin, il y a plein de méthodes qui sont mises en place. Nous, on dit simplement, pourquoi dans ce cas-là nous priver quand une espèce va bien? Parce que la gestion adaptative, c'est quelque chose qui se raisonne dans les 2 sens. Quand une espèce va malheureusement trop bien pour elle et provoque des dégâts, à ce moment-là, pourquoi ne pas donner la possibilité simplement de chasser ces oiseaux? Plutôt que de les gazer, les mettre à l'écarissage, nous, on serait heureux d'en tirer quelques-unes au mois de février et de les manger, tout simplement. Et je pense que quand on arrivera à passer au-dessus de ça, on aura gagné. Par contre, vous parlez des Pays-Bas, je voudrais bien savoir en quelle matière et dans quel domaine. Les Pays-Bas, où personnellement, je parle cette langue parfaitement et j'ai vécu plusieurs années, vous le savez, à quel moment les Pays-Bas ont fait quelque chose pour les espèces, à part bouffer des polders sur la mer comme ils l'ont fait depuis toujours, n'avoir aucune gestion des espèces,
un pays qui est en surpopulation, qui n'est même plus... Surpopulation il y a même humaine une nature humaine, où on est dans... On peut aller loin comme ça. Hein. Oui, non, mais au mieux, en péril. Les Hollandais qui nous donnent des sorts. On se fâche avec tous les autres pays sur la gestion de rire. On ne va pas faire un débat sur les Pays-Bas. Alors là, c'est con. Dire que les Pays-Bas font des efforts dans quelque chose en matière de biodiversité. Vous vous êtes fait des amis, là, voilà. Ah, mais je les connais bien. Il n'y a aucun problème. Il y a aucun problème. On va évoquer avec Nadia la question de l'OFB, c'est ça, Office français pour la biodiversité. Oui, effectivement, certains parlent de cet organisme comme d'un mariage contre nature, sans mauvais jeu de mots. Ça a commencé en janvier 2020, il y a eu d'autres étapes avant ça, mais pour aller vite. L'Agence française pour la biodiversité et l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ont fusionné donc, pour donner naissance à cet office. La liste des missions dont cet établissement a la charge est colossale. Pour résumer sommairement, disons qu'elle contrôle la légalité des activités humaines sur la biodiversité. On va y revenir. Tâche dont s'acquittent des agents de terrain. Ce sont des hommes et des femmes qui vont par exemple pister des braconniers, surveiller des réserves naturelles. En tout cas, ils essayent parce qu'on observe au moins 3 phénomènes qui interrogent la bonne santé de cet organisme. D'abord, les intimidations dont sont parfois victimes les agents. Ces 2 dernières années, on a dénombré des pneus crevés, des contestations très virulentes lors de constats d'attaques de brebis, par exemple, par des loups, et même des menaces de mort et de séquestration. Les syndicats, qui sont très très virulents, dénoncent des réductions d'effectifs et des moyens financiers et humains qui ne sont pas à la hauteur. Et c'est une situation de tension qui a conduit au suicide de 3 agents de l'Office français de la biodiversité en à peine 2 ans. Je renvoie à un article du site Reporter qui traite de ce sujet-là. Sandrine Bélier, vous siégez, il me semble, au conseil d'administration de cet organisme. C'est quoi le problème? C'est un problème de moyens? C'est un problème de gouvernance? C'est l'idée même de la fusion qui est à remettre en question? Non. Le principal problème, il se résume en une phrase, vous l'avez évoqué, c'est un manque de moyens financiers et humains. Il y a un moment, quand on se donne une ambition, quand on se donne un objectif, il faut se donner les moyens de remplir cet objectif. Et aujourd'hui, oui, à l'Office français pour la biodiversité, on n'a pas les moyens humains et financiers à la hauteur des objectifs. De gérer des réserves naturelles, par exemple, sont peu gérées. Sur l'ensemble des missions, il y a c'est les missions de police, c'est les missions de gestion du territoire, c'est les missions de sensibilisation des citoyens, d'éducation, de mobilisation de la société. Aujourd'hui, c'est vraiment, je le redis, on en appelle au gouvernement chaque année et l'ensemble du conseil d'administration, donner plus de moyens humains et financiers à cet office et vous verrez, on aura des résultats qui seront beaucoup plus efficaces, beaucoup plus efficients pour la protection de la biodiversité. Frédéric, dans les points de discorde, il y a la surpopulation du gibier qui est attribuée pour certains aux chasseurs et d'autres disent... ça vous pensez aux sangliers? Aux sangliers notamment. D'autres disent ça nécessite qu'il y ait plus de chasseurs puisqu'il y a plus de gibier. Moi, je voudrais vous donner 2 chiffres. En 1973, 36 000 sangliers abattus. En 2019, 747 000. Comment on explique ce décalage immense entre ces 2 chiffres? Parce que le sanglier profite de l'agrainage, de pratique des chasseurs. Qu'est-ce que c'est l'agrainage? On leur donne des graines de façon à ce que les... non, attendez, c'est vrai. Je vais vous le prouver tout de suite. Donc, les chasseurs sont devenus indispensables pour réguler un problème auquel ils ont largement participé. Et en plus, le changement climatique augmente la survie des marcassins et facilite les portées. Donc aujourd'hui, on est dans une situation ubuesque où le chasseur prétend remplacer le prédateur et en fait, la situation échappe complètement au monde de la chasse. Il y a trop de sangliers, il y a trop d'ongulés et plus personne ne sait réguler. Évidemment, les chasseurs sont devenus indispensables, mais le problème, il est insoluble. Oui, sur les sangliers qu'on voit dans nos villes maintenant, on a tous vu ces images. C'est pas rigoler parce que là-dessus, je suis pas du tout d'accord. Et puis c'est dommage, c'est très réducteur et on a quand même une personne compétente que je connais. C'est dommage de voir le sujet comme ça. Parce que le problème sanglier, il est mondial. Si ça se limitait à ce que vous dites au niveau français, je serais mort de rire. Je dirais oui, c'est ridicule de la part des chasseurs français. Vous n'avez jamais agrainé des sangliers? Mais même, il n'y a pas quelques abus, en agrénant des sangliers. Je vais vous prendre un autre exemple, celui des États-Unis. L'animal n'est pas chassé. Vous voyez, vous avez déjà vu ces vidéos où les mecs tirent au Kalachnikov d'un hélicoptère sur des sangliers. Ça, c'est la réalité. Il y a eu 80 millions d'euros de dégâts du sanglier l'année passée en France. Vous savez combien il y a eu aux États-Unis l'année dernière? On ne va pas comparer ce qui est comparable. Mais justement, vous dites qu'on favorise le développement. Et là où l'animal n'est pas chassé par les chasseurs, l'année passée, ça a été 1,5 milliard de dollars de dégâts. C'est le même problème en Asie. C'est le même problème en Asie, c'est le même problème dans le monde entier. On a un animal opportuniste et qui est en train de se refaire une santé sur le réchauffement climatique. Et c'est vrai, nous n'avons plus d'hiver. Il perdait 80 à 90% de ses marcassins pendant l'hiver, enfin fin d'hiver, début de printemps, au moment de la mise bas. Et ça, c'est quelque chose les chasseurs n'ont qui change complètement.
les populations de sangliers. On va aller faire parler Sandrine Bélier, peut-être sur les sangliers et la surpopulation de ces sangliers. Oui, il y a un souci d'agrénage d'une part, et d'autre part, il y a un certain nombre de solutions. Pour éloigner mais l'agrénage, ce sont les chasseurs ou les agriculteurs? Il y a deux raisons. C'est pour éloigner les sangliers des champs et aussi pour potentiellement augmenter les populations et avoir plus de gibier l'année suivante, sur la saison de chasse l'année suivante. Et il y a des solutions. Il y a des solutions. Il y a un rapport parlementaire qui a été fait d'ailleurs par un pro-chasseur qui est député de l'Aube, M. Péréa, qui avait d'ailleurs proposé qu'on interdise le VTT pendant les périodes de chasse suite à un incident de chasse sur un cycliste, qui a mis en avant qu'il y avait un certain nombre de solutions, d'une part d'arrêter d'agréner, d'autre part de cibler, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, même si ça peut paraître cruel, plutôt les femelles que d'attendre et de cibler que les mâles à l'état adulte. On ne réglera pas le problème de la prolifération, ça ne suffira pas à régler le problème de la prolifération des sangliers, mais ça réduira considérablement la population aujourd'hui qui pose problème. Est-ce qu'on peut dire un mot, et vous réagirez évidemment, quant aux chasses traditionnelles, puisque le Conseil d'État a retoqué une possibilité de chasser à la matole, au filet ou à la glu des oiseaux, les merles, les grives et autres. Votre point de vue, c'est une bonne décision? C'est pas le Conseil constitutionnel, c'est le Conseil d'État en l'occurrence. Il y a des chasses qui ne devraient plus exister, non pas parce que les prélèvements sont importants, peut-être même pas pour la souffrance qu'on leur donne, et encore, parce que ça c'est une question morale, mais la société n'en veut plus. Il y a des pratiques que la société ne veut plus, de la même façon que le jour sans chasse, il y a plein de gens qui ne veulent plus. La chasse à courre, par exemple. Non, mais il y a des tas de sujets. Moi, elle ne me dérange pas. Alors, là, pour le coup, et je ne refusés. comprends pas que les chasseurs ne mettent pas en avant la chasse à course, il y a une pratique qui a évolué, qui prélève peu, et au moins l'animal a une chance de s'en sortir, c'est la chasse à courre. C'est la chasse à courre. Oui, sauf que le cerf qui se fait attraper par les chiens, il subit le même sort que s'il se faisait attraper par des loups. Mais les chasses où on enfume le blaireau, on le met à mort à coups de gourdin, je suis désolé, c'est dégueulasse, ça devrait plus être possible. Ouais, alors c'est pas tout à fait des chasses. Vous dites, c'est au nom de la tradition, la glu, le filet, les matoles. Oui, ça oui, mais bien sûr. Mais il y a des traditions dans les sociétés humaines qui sont arriérées, archaïques. Là, on va en enlever un paquet de traditions. L'excision, les mariages forcés des on a besoin de manger il y a des traditions. On a besoin de manger une dinde à Noël, c'est utile, c'est une tradition, on peut en reparler. C'est autre chose. Le foie gras ici, non, mais c'est tout à fait la même chose, madame. Voilà, il y a des passions qui sont liées à ces traditions. C'est parce qu'elles sont minoritaires qu'elles sont aujourd'hui. Le déterrage des renards, qu'elles n'ont ce plus moderne. Oui, mais ok, est-ce que c'est une chasse? Oui et non. On est dans non, on a un problème de destruction. Il faut bien mélanger, il faut pas mélanger deux choses. Quand on parle des chasses traditionnelles, on est sur une chasse de passion. Quand on parle d'un déterrage de blaireau ou de renard ou de tir de renard ou de piégeage de renard, on est sur des équilibres écosystémiques indispensables. Et qui font l'objet de fêtes auxquelles on demande aux gens d'assister à une mise à mort qui est cruelle. Je suis désolé. Mais qu'est-ce qui est cruel? Enfin. Parce qu'on sort un renard de son trou et qu'on le tue. Mais combien t'as tué d'animaux avec ta voiture depuis que tu roules? Moi, je mettrais un argument, juste un argument supplémentaire, qui est celui de la biodiversité. Oui. Sur nombre de chasses traditionnelles et celles qui ont été annulées par le Conseil d'État, le problème, c'est qu'elles sont non sélectives. C'est ça. Donc, on a des images, la LPO a produit des images où on voit des rouges-gorges qui sont même pas françaises. Attrapées à la glu. Et donc, voilà, c'est susceptible. C'est un peu comme à l'époque des collets, quand on utilisait, quand il y avait... En fait, ça répondait à un besoin alimentaire. Ces chasses qui sont d'ailleurs du piégeage plutôt que de la chasse, à proprement parler, ça pose potentiellement, comme elles ne sont pas sélectives, un problème au regard d'espèces protégées et donc de la biodiversité. Alors, on va s'intéresser avec Thibault Nolte et son rayon X à une jeune femme qui est l'égérie jeune et sexy des chasseurs, puisqu'il y aurait, sur une population d'1 million de chasseurs pratiquants hommes, 24 000 seulement pratiquantes femmes. Cette jeune femme s'appelle Johanna Clermont. Voici son portrait. Bonjour docteur, j'ai mal ici et là. Une petite déprime passagère, c'est tout. Évidemment, je fais du sport. Ma chère Johanna Clermont, j'ai vos radios sous les yeux, c'est Anjou. Vous êtes la star des influenceuses chasse. Un métier imprononçable, inconnu il y a 10 ans, qui consiste à capter une forte audience sur les réseaux grâce à une expertise, ici la chasse, et à la monnayer à des annonceurs, ici des marchands de fusils Browning ou Winchester. Des noms qui sont très bons le Far West, Calamity Jane et sa Winchester. Bon les pattes, je te descends. Moi je te descends quand même. Votre influence est telle qu'à 24 ans et toujours étudiante, vous ramassez un joli pactole grâce à vos 152 000 abonnés Instagram et que le patron du lobby des chasseurs vous cornaque, flairant l'occasion inespérée de déringardiser son vieux divertissement meurtrier. Ce monde vieillot à 98% mâle voit en vous la quinte flush qui peut faire tourner sa chance. Le dernier qui m'a comparé à une quinte flush trône aujourd'hui au-dessus de ma cheminée.
Vous n'occultez rien de la brutalité de la chasse. Affirmez qu'il y a une part d'excitation dans le fait de tuer, posez devant vos victimes, recevez votre pesant de menaces de mort dans une langue approximative, ce qui vous agace, mais vous circonscrivez l'exercice. C'est pas juste tuer. Je vois un chat dans la rue, j'ai pas envie de le tuer. C'est ridicule. Vos parents intello-citadins n'ont jamais mis les pieds à la chasse et petite, vous aimiez Rox et Rookie. Normal. Et puis, ado perpignanaise, vous découvrez Goethe, Égide et les plaisirs secrets du tir tendu en forêt. Vous obtenez le permis de chasse à 16 ans et comptez depuis plus de 300 battus au grand gibier. Même Chouchou est rencontré lors d'un bal. Trappe. Votre signe du zodiaque est assurément la cartouche. Oui, ascendant canon. Soyons francs, il faut avouer qu'avec bedaine et moustache, l'équation serait pas vraiment la même. Ici, mutine, le couteau à la ceinture, ou là, complice d'un fusil à lunettes, vous posez maquillé, manucuré, décolleté. Ma chère Johanna, votre tour de main est d'avoir glissé du sexe entre le plomb et la gadoue. Madame Pompo Cucu. Merci Thibault. Vincent. Willy Schran, il y a une bataille d'images quand même. entre chasseurs et anti-chasseurs, entre Greta et Johanna, on peut dire. Et parce que c'est une femme et qu'elle chasse qu'il faut passer ce truc complètement ridicule. Les inconnus avaient été meilleurs en leur temps. Allez-y, c'est une parodie. Je vais vous poser la question sur cette bataille d'images, justement. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas aussi derrière l'affrontement entre chasseurs et anti-chasseurs une bataille d'images très forte, Greta Thunberg face à Johanna ou d'autres, enfin... C'est sûr qu'entre Johanna Clermont et Greta Thunberg, je choisis Johanna Clermont, évidemment. Elle ne nous donne pas de leçons, elle est passionnée, elle explique ce qu'elle vit, elle est heureuse dans son coin. Je vous dirais en résumé, voilà, elle fait partie de ces gens qui demandent simplement qu'on leur foute la paix, qu'on les laisse vivre leur passion dans leur territoire ruraux. Quant à me faire donner des leçons par Greta Thunberg, comme elle est venue le faire à l'Assemblée nationale, je le laisse aux députés. Ils auraient dû la mettre dehors, c'est dommage qu'ils ne l'aient pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat courtois. Merci encore.